Madame, Monsieur, ravi de vous retrouver pour décrypter ensemble l'actualité internationale de la semaine qui s'achève. Un groupe de hackers russes a réussi à s'infiltrer dans le réseau informatique de l'administration fédérale d'Allemagne. Selon certaines sources, cette cyberattaque a touché la chancellerie, les ministères, la Cour des comptes et les deux chambres du Parlement. L'Allemagne a ouvert une enquête. Plus proche de nous, précisément en Guinée, l'opposition conteste et proteste contre les résultats des municipales. Conakry, la capitale, et d'autres villes étaient paralysées en début de semaine. Les JO d'hiver de Pyeongchang en Corée du Sud se sont achevés. Quel bilan sur le plan diplomatique? En d'autres termes, le sport et la résolution des conflits, c'est le focus de notre univers diplomatique. Voilà pour le menu. La suite, c'est tout de suite, juste après un tour dans le monde. Le président turc a effectué cette semaine une tournée africaine. Pour cette édition 2018. Recep Tayyip Erdogan a visité 4 pays, la Mauritanie, le Mali, l'Algérie et le Sénégal. Outre des rencontres au sommet, de nombreux accords de coopération ont été également signés entre la Turquie et les pays visités. Il faut rappeler que depuis 2005, la Turquie est un partenaire stratégique pour l'Union africaine et depuis lors, les rapports ou les échanges commerciaux n'ont cessé de se multiplier. Le monde qui bouge, c'est une mouture de Philippe, Roger et Sama. En tournée africaine cette semaine, le président turc Recep Tayyip Erdogan, ici en compagnie du président Macky Sall du Sénégal et du président Mohamed Ould Abdelaziz, à son arrivée en Mauritanie, a annoncé que la Turquie allait apporter une contribution de 5 millions de dollars pour le financement de la force militaire G5 Sahel, constituée par 5 pays africains, pour lutter contre les djihadistes actifs au Sahel. Au Burkina Faso, le procès du putsch manqué de septembre 2015 a été suspendu mardi après-midi contre toute attente après le retrait des avocats de la défense de la salle d'audience. Ils protestaient contre la compétence du tribunal militaire. 66 militaires et 18 civils sont poursuivis dans ce procès pour atteinte à la sûreté de l'État, coups et blessures et pour trahison. Restons au tribunal avec la justice sud-africaine qui a placé en détention provisoire jeudi un homme et une femme soupçonnés d'avoir enlevé un couple de botanistes britanniques et d'avoir des liens avec le groupe État islamique. Rod et Rachel Sanders, respectivement âgés de 73 et de 64 ans, en vacances dans la province du KwaZulu-Natal, sont portés disparus depuis février dernier. Hors de l'Afrique, en Allemagne, la justice a condamné ce même jeudi un demandeur d'asile palestinien à une peine de prison à perpétuité pour un attentat islamiste au couteau et qui avait fait un mort et 6 blessés en juillet 2017 à Hambourg. Âgé de 27 ans, l'infortuné, le nommé Ahmad Allo, avait qualifié son acte de contribution au djihad mondial, synonyme de circonstances aggravantes. Outre-Atlantique, aux États-Unis, le président américain Donald Trump a indiqué mercredi aux membres du Congrès qu'il allait réfléchir à relever l'âge légal pour acheter un fusil d'assaut de 18 à 21 ans. Cette mesure est déjà en vigueur pour les armes de poing, malgré une forte opposition au sein de certaines instances. Le débat sur le port des armes continue d'alimenter la polémique aux USA 2 semaines après la fusillade qui a fait 17 morts dans un lycée. Des manifestations à Bratislava, en Slovaquie, cette semaine, en hommage à un journaliste et à sa compagne assassinée. Selon le chef de la police slovaque, ce meurtre serait lié au travail d'investigation de cet homme des médias qui ciblait des actes de fraude et de corruption des hommes d'affaires associés, selon la presse, à la mafia italienne. Le gouvernement a accusé l'opposition de manipuler le peuple au sujet de cet assassinat.
Crise sociopolitique en République démocratique du Congo, le Botswana jette un pavé dans la mare. En effet, cette semaine, dans un communiqué, Gaborone appelle au départ du président Kabila. Cette prise de position est intervenue au lendemain d'une énième répression contre une marche anti-Kabila. Le président Kabila serait-il de plus en plus isolé sur la scène internationale? Le regard du docteur Sostène Efouba. Je pense que c'est une actualité très importante qui concerne toute l'Afrique noire. Je pense que le président Kabila, lorsqu'il arrive au pouvoir, il va essayer de promulguer une constitution en 2005 qui va régler les différends de ses prédécesseurs parce qu'il y a eu trop de problèmes, il y a eu des problèmes de conflits et tout. Il s'est dit, en arrivant, il faut apaiser tous ces problèmes. Mais lorsqu'il arrive, les premières élections, il gagne en 2006, 27 novembre 2016, et puis il gagne les deuxièmes élections, 28 novembre 2011. Et la constitution de son pays ne lui permet pas de briguer un troisième mandat, selon les articles 50 et 220. Mais le président Kabila va rester au pouvoir. Les gens vont attendre les élections fin décembre 2016, fin décembre 2017, et maintenant on est en 2018. Donc je pense que la crise est due au non-respect de cette constitution, la constitution qui est la norme des normes, qui est la loi fondamentale, qui est, je peux dire, l'âme du peuple. Et cela suscite donc un climat délétère, des tensions entre les acteurs civils, les acteurs politiques de l'opposition et l'armée. Et ce qui fait qu'il y a trop de violence. Donc, la trame du problème, c'est le refus de cette légalité. Il refuse lui-même. Il a convoqué cette constitution et lui-même a accepté de la limiter comme étant un pacte républicain, un pacte consensuel qui devait désormais permettre à ces pays d'éviter les conflits. Surtout qu'on signale, l'histoire signale que parmi ces personnes allées au-delà de son mandat, n'a fini son mandat en toute quiétude. Tous sont partis. On se disait qu'avec lui, étant jeune, il pourra quand même le faire. Mais c'est un peu la déception de toute l'Afrique et même du monde, de ce jeune président qui pourtant est venu, à qui on a fondé beaucoup d'espoir. Mais là, on est vers l'impasse. Et seul le dialogue peut permettre la sortie des crises. Vous avez vu l'accord de la Saint-Sylvestre avec les évêques, l'Église catholique qui s'est battue. Il y a eu l'Union africaine, il y a eu des émissaires qu'on a envoyés, des médiateurs pour essayer de résoudre le problème, pour un gouvernement d'union nationale, pour un premier ministre venant de l'opposition, pour les obsèques d'Étienne Tshisekedi. Je pense qu'il a balayé tous ces éléments d'un revers de la main, ces éléments qui étaient des éléments d'apaisement qui pouvaient conduire à la résolution de la crise pour prendre l'escalade. Vous voyez la jeune sœur, la sœur qui est décédée à l'église, avec des militaires qui tirent à barrel. Donc je pense que nous sommes dans un conflit complexe et difficile à résoudre désormais. À partir du moment où il a l'armée, une grande partie de l'armée avec lui et qu'il ne veut pas démissionner, puisqu'on ne parle plus de démission, on dit que son mandat atteint la caducité, c'est-à-dire la forclusion est forclos. Pour aller en français, son mandat est dépassé, l'obsolète, il est suranné. Donc là où il est là, il n'a plus la légitimité. Ça fait quand même 2 ans qu'il est là pour organiser les élections. Et puis c'était la Commission nationale qui n'a pas assez de moyens. Il y a un problème de sécurité au Kassai un peu partout. Il n'a pas réussi à porter l'unité du pays, à planir les différents, à chasser les groupes paramilitaires qui sont. Il n'a pas réussi à porter la cohésion nationale. Il n'a pas atteint les objectifs qui sont. Donc je pense qu'au regard de la communauté internationale, il devient impopulaire. Va-t-il réviser la Constitution? Ce qui n'est pas possible, c'est fait tard. Comment il va faire pour sortir? Donc, je pense que c'est l'impasse et la communauté internationale doit trouver un moyen de sortie du président Kabila. Sinon, je pense qu'il risque d'être emporté par la crise parce que peut-être avant, il aurait pu modifier la Constitution. Mais au regard des derniers événements, il a fixé les élections en 2018, décembre 2018. Est-ce qu'il va tenir à sa parole? Est-ce qu'il sera candidat? Je pense que ce n'est plus possible. Ce qui est important de dire ici pour sortir définitivement, c'est qu'il faut que les Africains apprennent à respecter la loi, à respecter la Constitution. Parce que la Constitution est sacrée, il ne faut pas la désacraliser. Et quand vous fixez vous-même des règles, il faut respecter ces règles. Je pense que le respect de la Constitution est source de paix, et source de cohésion sociale, et source même de développement et de modernité. Mais quand vous bloquez cette Constitution que vous-même vous avez choisie, je pense que là, on va vers ce que Michel Clouzé appelle la société bloquée. Parce que l'acteur du système, Michel Clouzé montre que l'acteur peut modifier le cours de l'histoire.
tirant profit, comme le fait le président Kabila, et laissant de côté l'intérêt général. Aujourd'hui, c'est une histoire, je pense, alléchante, en même temps pitoyable, qui n'honore pas les démocraties africaines, et que la loi, c'est la légitimité, un peu comme Weber convoque les trois moments de la légitimité légale rationnelle, où on doit respecter la loi, la légitimité charismatique, où par le charisme, un leader peut pouvoir peut-être modifier la Constitution, comme l'a fait De Gaulle en 1958, et puis la légitimité traditionnelle à partir de la légitimité locale. Bon, aujourd'hui, il n'a aucune légitimité, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau international. Le mieux est qu'il parte dans les bonnes conditions. Baptisés les Jeux de la paix, les JO d'hiver de Pyeongchang en Corée du Sud se sont heureusement bien déroulés. Pas d'incident majeur, pas de panique suscitée par un pays tierce. Bien au contraire, il y a eu des émotions sportives et diplomatiques. On a encore en mémoire les images d'une présence très médiatisée, celle d'une délégation nord-coréenne. Et également, on a en mémoire celle d'une absence de contact entre un général nord-coréen et la fille du président américain. Le sport de haut niveau, un outil de développement et de paix. Pour en parler, je reçois le docteur Belel Lobé Noué-Sège. Bonjour, docteur. Bonjour, Françoise. Vous êtes spécialiste d'histoire des relations internationales et enseignant à l'UPAC. Oui, tout à fait. L'UPAC, c'est l'université protestante. d'Afrique centrale, tout voilà. à fait. À l'entame donc de cet entretien, docteur, je le disais, deux images fortes ont marqué les JO d'hiver qui se sont achevés à Pyeongchang, en Corée du Sud. Celle d'une délégation nord-coréenne très applaudie à la cérémonie d'ouverture. D'aucuns y ont vu un rapprochement entre les deux Corées. Est-ce votre cas? Effectivement, nous pouvons parler d'un rapprochement relatif, n'est-ce pas, entre les deux Corées, caractérisé par ce défilé commun des deux délégations, non seulement à l'ouverture et à la fermeture, et aussi de la présence d'une équipe mixte d'hockey sur glace qui a participé à consolider ces rapports entre les deux États. Tout au moins, nous pouvons aussi dire aussi que ce rapprochement ne date pas de maintenant. Déjà, aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000, d'Athènes en 2004 et de Turin en 2006, les deux délégations avaient défilé conjointement au défilé d'ouverture. On va questionner l'histoire tout à l'heure, docteur, si vous le permettez, pour rester dans l'actualité récente, celle des JO d'hiver de Pyeongchang. D'aucuns ont même évoqué le rétablissement de la ligne de communication militaire entre les deux Corées. Ce rétablissement a eu lieu en janvier 2018. Et également, lors des JO, on a vu une invitation formelle de la Corée du Nord vis-à-vis de Séoul. Mais c'est toujours très fragile, ce rapprochement. Effectivement, nous pouvons, disons, déplorer cet incident majeur qui a été marqué par la rencontre avortée entre les deux délégations. Si nous pouvons questionner aussi l'histoire, nous revenons à l'actualité bipolaire et nous voyons que effectivement les deux relations diplomatiques sont marquées par deux antécédents, notamment le rapprochement de la Corée du Nord vis-à-vis du bloc communiste et le rapprochement de la Corée du Sud vis-à-vis du bloc capitaliste, ce qui effectivement ne permet pas un dégel total des relations entre les deux États. Mais nous pouvons tout au moins saluer déjà ces actes symboliques qui sont caractérisés par le défilé des délégations et une esquisse d'amorce, de dialogue entre les deux États. Et puis, il faut dire qu'avant les JO, on a plutôt parlé en des thèmes trop pessimistes de la Corée du Nord, et pendant que ces JO, c'était plutôt... Il y avait une lueur d'espoir dans le propos des observateurs. Sortons un peu de ces JO pour dire que le sport de haut niveau a souvent aidé à la résolution des conflits. Est-ce qu'on peut évoquer quelques exemples? Voilà. Effectivement, le sport de haut niveau a participé à la résolution des conflits. Nous pouvons rappeler à notre souvenir deux exemples marquants. Celui des États-Unis qui vont envoyer une équipe de ping-pong en Chine,
ce qui va permettre de raviver les relations sino-américaines entre les États-Unis et l'Union soviétique. Nous pouvons aussi, c'est ce qu'on a appelé la diplomatie du ping-pong. Nous pouvons aussi rappeler le championnat de cricket qui a réuni l'Inde et le Pakistan, ce qui a participé effectivement à raffermir les relations diplomatiques entre l'Inde et le Pakistan. À vous écouter, j'ai comme l'impression que cette diplomatie du ping-pong, du ping-pong d'abord, a plutôt porté ses fruits, puisque aujourd'hui, on constate que les États-Unis et la Chine entretiennent de très bons rapports. Bien sûr. En revanche, la diplomatie du cricket pose encore quelques soucis parce que l'Inde et le Pakistan se regardent très souvent encore jusqu'à ce jour en chien de faïence. Oui, bien sûr. Il faut tenir compte d'un problème de frontières, des antécédents historiques aussi entre les deux pays. Vous savez que qui dit l'Inde et qui dit le Pakistan dit une confrontation entre l'hindouisme et la religion musulmane. Et ces échanges ou bien ces confrontations d'idéologie ne permettent toujours pas le rapprochement entre les deux États. Pour rester dans notre sujet, les JO d'hiver de Pyeongchang en Corée du Sud, on a également vu, je le disais à l'entame de mon propos, une distance nette entre la Corée du Nord et les États-Unis. C'est dit justement que ce sport-là exacerbe très bien les tensions, celui du Pakistan et de l'Inde. Également, on peut citer lors de la Coupe du Monde de 1969 entre le Salvador et le Honduras. À l'occasion de cette rencontre-là, on a eu une guerre de 4 jours. Effectivement, c'est ce qu'on a appelé en diplomatie la guerre des 100 heures ou bien la guerre du football. D'une manière générale, le sport a contribué soit au rapprochement entre les États, soit au mécanisme de confrontation et de contestation entre les États. Effectivement, l'exemple le plus vivace, c'est cette guerre de 100 heures qui a opposé le Salvador et l'Honduras en 1969, n'est-ce pas, et au cours de laquelle, pendant un match éliminatoire à la Coupe du Monde de football 1970, effectivement, il y aura une rencontre qui va opposer l'Honduras et le Salvador. Et pendant cette rencontre, le Salvador va lâcher une bombe au stade. Une bombe sera lancée et ce qui va effectivement amener beaucoup de confrontations et notamment pratiquement un conflit armé va s'en suivre avec près de 2000 morts et plus de 50 000 personnes déplacées. Parce qu'effectivement, dans ce conflit, il y avait comme enjeu sous-jacent les questions d'inégalité des terres, de l'espace territorial et aussi des questions de nationalisme, voilà, qui pointaient à l'horizon. Nous pouvons... Il faut rappeler que tout cela s'est déroulé pendant la période de la guerre froide. Et c'est donc dit que le sport de haut niveau est devenu une grande tribune politique dont les enjeux font concurrence aux espoirs physiques. Effectivement, Françoise, le sport de haut niveau aujourd'hui ne constitue plus simplement un jeu ou un spectacle. Il contribue, il participe, il devient, je peux même dire, un fait de politique internationale qui concourt à montrer la puissance d'un État. Non, c'est ce que les internationalistes appelleraient un soft power. Et effectivement, soft power ou la soft diplomatie, si on peut dire. Voilà. Donc, le sport concourt de haut niveau, bien sûr, concourt également au rayonnement d'un État, puisque à en juger avec l'engouement avec lequel les pays se battent pour organiser des grandes compétitions sportives. Je n'irai pas plus loin pour parler de la CAN que le Cameroun ambitionne d'organiser en 2019. Il y a d'autres pays qui sont aux aguets. Effectivement, le sport permet de rehausser ou bien de redorer l'image de marque d'une nation. Vous savez que le sport permet de rassembler un nombre important de personnes. La médiatisation d'un tel événement participe aussi du rayonnement sportif. Vous savez que le sport, pendant les Jeux Olympiques par exemple, rassemble près de 3 milliards de vues. Aujourd'hui, on peut prendre cette tribune-là, cette tribune de téléspectateurs pour essayer de faire valoir quelques revendications ou bien un message vis-à-vis de l'opinion publique internationale. C'est clair donc
Une compétition sportive va au-delà des terrains, traverse les idéologies, vous l'avez dit. C'est un indicateur de puissance. On se souvient également que la Corée du Sud s'est révélée aux yeux du public en 1988, lorsqu'elle organisait les JO d'été. Oui. Effectivement, la Corée du Sud s'est révélée aux yeux du public à ces dates. Et c'est pourquoi aujourd'hui, la Corée du Sud a organisé les Jeux Olympiques de Pyeongchang. C'est une continuité. Même si on n'a pas vu la même ferveur, ça bien aussi, sûr, il faut le relever parce qu'en 88, on a quand même vu les Coréens participer. C'était très animé, mais cette fois-ci, au JO d'hiver, peut-être le climat a fait en sorte qu'il y ait eu moins d'engouement, mais d'aucuns mettent cela sur le dos du fait que la Corée du Sud, c'est un grand pays. N'a plus besoin de démontrer quoi que ce soit. Effectivement, la Corée du Sud est un grand pays. La Corée du Nord aussi, c'est un grand pays. C'est pourquoi sur le plan militaire, oui, sur le plan militaire. C'est pourquoi les deux pays essayent de prendre pour prétexte utile cette tribune qu'est les Jeux Olympiques pour faire valoir un peu leur idéologie, leur image, leur rayonnement sur le plan politique. Pour revenir à l'espoir suscité d'un rapprochement entre les deux Corées lors des JO d'hiver, on annonce également la reprise ces jours-ci pour le mois de mai des essais militaires entre les États-Unis et la Corée du Sud. Mais cette reprise va certainement enterrer cet espoir de reprise de dialogue entre les deux Corées. Je ne pense pas. Je pense qu'il faut simplement savoir que la Corée du Sud voudrait entretenir deux images alternatives. La première image est celle d'un État fort, la Corée du Nord aussi. La deuxième image est celle aussi d'un État qui fait valoir ses revendications, notamment la Corée du Sud voudrait montrer un peu son identité, la Corée du Sud voudrait montrer aussi qu'elle concourt au dialogue avec son voisin. Donc, on peut dire d'une manière ou d'une autre que les deux États essayent de faire valoir leur point de vue. La Corée du Nord, qui veut montrer son poids militaire à travers la menace nucléaire, la Corée du Sud, qui s'appuie sur son allié américain. L'allié américain et veut effectivement montrer un dialogue, c'est-à-dire ces velléités de dialogue vis-à-vis de l'opinion publique internationale. On a comme l'impression qu'entre ces deux Corées, c'est plutôt l'équilibre de la terreur qui maintient une certaine stabilité. Et cet équilibre de la terreur, si elle n'est pas démantelée, on risque de ne jamais véritablement dialoguer entre ces deux pays. Oui, effectivement. Là, vous savez, la détente, d'une manière générale, participe de l'équilibre de la terreur. Nous sommes passés du bipolarisme à l'unipolarisme. Nous sommes passés de la hard diplomatie, de la hard power, avec l'équilibre de guerre et les confrontations armées, à la soft power, qui est une diplomatie beaucoup plus de négociation. Donc, nous croyons que ce passage idéologique du dialogue international pourrait permettre aux deux Corées de cultiver un rapprochement, même si effectivement nos attentes ne seront pas comblées d'ici là. Un long chemin reste à parcourir en ce qui concerne ces deux rapports qui ne commencent qu'à porter du fruit. Et nous ne pouvons qu'espérer qu'un tournant diplomatique vis-à-vis de ces deux Corées. Cela, en clair, signifie que la présence des diplomates lors des grands rendez-vous sportifs, comme ce fut le cas à Pyeongchang, en Corée du Sud, cette présence-là, de ces diplomates-là, peut générer des flux plus tard, voir une Corée du Sud dialoguer avec la Corée du Nord, ou alors voir la Corée du Nord mettre un bémol sur ses ambitions nucléaires et dialoguer avec les États-Unis et entre guillemets la communauté internationale. Effectivement, nous pensons que cette amorce de rapprochement pourrait permettre un dialogue. Mais il faudrait y mettre un bémol, parce que entre les ambitions nucléaires de la Corée du Nord et les velléités de dialogue de la Corée du Sud, il y a un pas effectivement à franchir pour que ces relations puissent véritablement entrer dans un tournant significatif. Donc nous espérons que cela puisse être fait.
bien que vous avez parlé de l'équilibre de la terreur, bien que nous faisons face à cela, nous espérons tout au moins que ce rapprochement pourrait permettre effectivement une amorce de dialogue effectif. Docteur Lobé Bilel, merci pour votre beaucoup. Disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Un tour dans le monde, point final. Merci à vous de l'avoir regardé. Prenons rendez-vous samedi prochain lorsqu'il sera 12h30 sur la CRTV. D'ici là, portez-vous bien et excellent week-end à tous.